Dear. That people. Dear. That people. Bonjour à tous et à toutes, chers auditoristes de Dear People, bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série qui accompagne la conférence du mois qui ce mois-ci se porte sur l'écologie et le handicap qui a été très large où on a parlé de plein de choses différentes. Je vous invite à aller l'écouter sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur la radio ou sur YouTube. Et aujourd'hui, pour accompagner cette conférence sur l'écologie, je suis accompagné de Mathilde. Bonjour Mathilde. Ouais, salut. Comment ça va? Bah écoute, ça va? Ouais. Est-ce que tu as pu écouter la conférence sur l'écologie? Ouais, je l'ai écoutée, je l'ai trouvée très, très intéressante. Et j'ai écouté pas mal de choses qu'elle avait fait aussi en parallèle, enfin sur Blast, etc. Enfin, voilà. On vous invite à aussi aller voir cette vidéo de Blast qui a été tournée après les Paralympiques et dont Mathilde François, qui était notre invitée la dernière conférence, a pu faire avec Blast. Elle est vraiment très intéressante. Mathilde, est-ce que je peux commencer par te présenter pour nos auditoristes? Bah écoute, moi je suis donc Mathilde. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si, je suis militante depuis un peu plus de 2 ans, là, 2 ans et demi. Je milite avec Révolution Permanente. Donc voilà, qui est une organisation trotskiste, communiste révolutionnaire, et qui émerge assez rapidement sur la scène politique. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé dans ce parti, ce collectif Révolution Permanente? Et comment je suis arrivée à Révolution Permanente? C'est... En gros, j'ai participé à une université d'été, la première qui était organisée, qui était libre d'entrée. En fait, ça m'a intéressée. J'ai demandé si c'était accessible au fauteuil roulant. On m'a dit que ça l'était. En tout cas, qu'on allait se débrouiller pour que ça le soit. Et j'y suis allée. Et après, j'ai pris quelques cafés pour discuter politique, de sujets un petit peu. Et je suis devenue militante à plein temps, à plein temps. Complète, en tout cas. 6 mois après, quoi. Juste en janvier, juste avant la réforme des retraites. D'accord. Et donc, pour revenir un petit peu à ce que tu disais quand tu as posé la question de est-ce que c'était accessible, finalement, est-ce que ça a été accessible? Est-ce qu'ils ont réussi à rendre les choses accessibles ou pas? Oui. Après c'est toujours la question de l'accessibilité. Enfin, là, c'est un lieu qui se trouve dans les Alpes. Donc, les Alpes, au niveau de l'accessibilité, c'est beaucoup plus compliqué. Les montagnes, ne sont pas accessibles. Mais après, il y a aussi une question de moyens, c'est-à-dire de louer un complexe pour 700 personnes. Ça coûte extrêmement cher.
Pour un groupe révolutionnaire, c'est pas forcément la porte d'entrée la plus évidente. Et c'est donc, ça l'était. Voilà, il y avait des endroits accessibles, une certaine débrouille. Enfin, de plus en plus, plus je vais, plus il y a des aménagements qui sont faits, qui sont réalisés, des navettes, des choses, mais évidemment non. Enfin, mis à part les toilettes, enfin, il y a deux chambres accessibles, donc oui, c'est aussi accessible que ça pouvait l'être dans une société qui est quand même extrêmement validiste, où rien n'est fait pour les personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc forcément, enfin, c'était... moi, c'est un semblant d'accessibilité, mais au niveau des gens, les gens étaient accessibles. Bravo à eux, c'est déjà aussi extrêmement important parce que finalement, on parle beaucoup de l'accessibilité du bâti, de l'accessibilité physique. Et en fait, avant toute chose, je pense que pour être accessible aussi, c'est par les gens, que les gens soient accessibles et que ils comprennent que nous, on comprend aussi que tout n'est pas possible, on n'est pas stupide non plus. En tout cas, il y a toujours une marge de manœuvre entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. J'aimerais aussi revenir à ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, avant de passer à cette question, j'aimerais faire un petit point pour les auditoristes sur le terme validiste et le validisme. On définit le validisme durant la conférence, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et sinon, on a une série de conférences autour du validisme pour définir ce que c'est le validisme et ses différents types. Donc, je vous laisse aller écouter ça. Et pour continuer sur notre épisode hors série, tu disais que tu as commencé à être militant donc avec Révolution Permanente. Est-ce que tu étais militante avant, selon toi ? Non, je crois pas. Enfin, justement, enfin, c'était un peu... Oui, j'étais concernée par l'actualité, enfin, déjà par le fait d'avoir un enfant, etc., enfin, et de pas vouloir un monde tout pourri, etc., enfin. Après, pour moi, le validisme, j'en avais assez peu entendu parler, enfin, c'était vraiment des concepts très flous. Après, oui, moi, je viens d'une famille de militants, donc c'est aussi, enfin, j'ai grandi avec tout ça, tous ces concepts. Après, voilà, une fois rentrée à Révolution Permanente, enfin, ça m'a aussi servi. Et je pense, à ne plus autant dépérir, enfin subir l'actualité de plein fouet, enfin voilà, ça m'a permis d'avoir une stratégie gagnante. Ouais, ça a offert des points d'accroche pour te réapproprier aussi le stigmate et, comme tu dis, changer de position, ne plus être uniquement dans la position de subir, mais dans la position d'agir et de pouvoir faire des choses. Parce qu'en effet, il y a plein de choses à faire. Pour entrer sur le vif du sujet et pour aller dans la continuité aussi de notre conférence, on va parler écologie et handicap. Pour toi, quel rapport tu aimais entre écologie et handicap ? C'est une question un peu compliquée. Mais je pense que déjà, le rapport, c'est que oui, il y a un rapport, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Le rapport, pour moi, c'est le capitalisme, en gros, enfin, le fait enfin, je sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, c'est le même dénominateur commun, ou je ne sais comment dire, mais qui est en gros le fait que, comme c'était dit dans la conférence, enfin, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, et je pense que
le validisme sans lutte des classes, ça l'est aussi. Enfin, pas du jardinage, mais quelque chose d'approchant. Enfin, pas d'approchant du jardinage, mais bon. Bref, tu m'as compris. Et bref, de caisse à savon. Et donc, je pense que avant tout, c'est ça. Après, le truc qui peut se poser aussi, c'est de savoir si justement, est-ce que c'est compatible validisme et écologie. Enfin, parce que forcément, les personnes handicapées, en tout cas souvent, vont avoir des dépendances matérielles électriques qui sont beaucoup plus fortes. Donc on pourrait se dire que c'est pas écolo parce qu'on dépend de l'électricité, parce qu'on dépend d'un respirateur, etc. Je pense que mon but pour moi n'est pas de penser une écologie en mode ZAD. Enfin, on va pas dormir les pieds avoir les pieds dans un bout et dormir dans des arbres. Enfin, ce n'est pas possible. Et je pense qu'il est tout à fait possible d'allier les deux. Enfin, écologie et validisme et handicap etc. Enfin, c'est tout à fait possible de faire les deux à la fois. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais par rapport au capitalisme, en fait, moi j'ai l'impression que le capitalisme, c'est un peu le point commun qu'on peut trouver sur la lutte écologique ou la lutte anti-validiste. C'est-à-dire que dans les deux cas, l'obstacle principal, c'est le capitalisme. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Bah voilà, enfin, je pense que quand on parle de capitalisme, enfin, c'est une espèce de course au profit. Forcément, dans le handicap, en tout cas les corps déviants ou les corps, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais les corps qui sont pas hyper valides, enfin, ce qui existe assez peu au final. Mais voilà, les corps qui ne sont pas valides ne sont pas producteurs, enfin ne peuvent, en tout cas produisent moins rapidement, moins facilement, etc. Donc ils sont plutôt à jeter qu'autre chose. Et c'est la même chose pour effectivement pour l'écologie, où on peut pas parler d'écologie, enfin si y a un rapport au profit, quoi. Enfin, c'est oui, le profit tue toutes ces luttes là, voilà. Le validisme est complètement aussi une oppression qui maintenant est complètement liée au capitalisme. Tu parles de corps ultra valides. Je trouve ça très intéressant parce que dans la société actuelle aussi, je trouve qu'on va normaliser les corps fatigués. On va normaliser aussi le fait qu'on va prioriser la rentabilité plutôt que les corps, au détriment des corps. Et ça rejoint aussi la justification qu'on doit faire tout le temps en tant que personne handicapée, de devoir justifier encore et encore de son handicap. Et j'ai l'impression que les personnes valides, c'est aussi le cas, notamment dans le monde du travail, quand ils doivent justifier d'un arrêt de travail. Est-ce que pour toi, ce parallèle Enfin, pour moi, c'est évidemment extrêmement lié, quoi. C'est que, beaucoup d'handicapés, on refuse l'accès de toute façon au marché du travail, entre guillemets. Enfin, c'est juste pas possible. En fait, on n'est pas rentable, voire on coûte cher. Mais c'est pareil, enfin, quand t'es une femme, enfin, tu bouffes... Enfin, il faut tout le temps, si t'as mal au ventre, justifier de pourquoi tu as mal au ventre, tu es tout le temps jugé, entre guillemets, pour tes absences et tout, qu'il faut justifier, qu'il faut, enfin, c'est pareil, enfin, les arrêts maladie, enfin, qui sont faits parce que les personnes, elles ont mal au dos, parce que là, il y a plusieurs exemples assez récents. C'est que à la RATP, par exemple, où il y a eu une pourchasse
des agents qui étaient en arrêt de travail. Donc vraiment, enfin, et puis une remise au travail ou une culpabilisation, enfin, phénoménale des gens, voilà, pour qui ne pouvaient pas travailler parce qu'en dépression, etc. Enfin, des choses comme ça, ou simplement, enfin, voilà, des gens enfin, le travail actuellement dans cette course à la rentabilité, à la force, etc., produit des corps handicapés, produit du handicap à foison, enfin, qui est moins visible, mais je veux dire, enfin, avoir mal au dos, enfin, genre, voilà, avoir enfin, voilà, des douleurs, enfin, des douleurs affreuses, etc., dans le corps du fait de d'une tâche répétitive, etc., enfin, Hmm. c'est ce que produit le travail sous le capitalisme. Hmm. Oui, puis même lorsqu'on arrive, si on y arrive à la fameuse retraite, il y a souvent des exemples, des cas de personnes en décompensation. Au final, le corps ben aussi réagit au fait de ne plus rien faire. Et c'est souvent là où des handicaps vont devenir beaucoup plus visibles, comme tu disais, que par rapport à avant, pendant que la personne était encore active, de repasser d'un mode A à un mode B. Ben le corps, il n'est pas toujours très à l'aise avec ça. Oui, ou tout simplement, en fait, le fait que m'arriver, bon, là maintenant c'est un peu plus tard, mais c'est pas rare quand même les gens qui meurent à très peu de temps après d'avoir accédé à la retraite, qui n'ont pas le temps d'en profiter en fait. Tout à l'heure, tu parlais donc de écologie handicap, qu'il y avait des choses à trouver, des liens à trouver, qu'en même temps, il fallait pas non plus aller sur des stéréotypes comme être dans la boue, comme tu disais, parce que bah, en tant que personne handicapée, tu as, bah, on a besoin de matériel, de choses qui fonctionnent à l'électricité, par exemple. Et pendant la conférence, il y a eu cette idée aussi que bah, l'écologie, c'est pas uniquement des cases à cocher. Est-ce que pour toi, c'est la même chose que pour toi, l'écologie, c'est bien plus que juste des cases à cocher de je ne mange pas de viande, je fais du tri, je fais plusieurs choses et à la fin, je serai écologie, diplômé en écologie. Oui, enfin dans ce cas-là, moi j'éteins la lumière de la salle de bain avant de me coucher. Mais bon, le polygone reste allumé toute la nuit. Enfin, c'est c'est pas. C'est voilà, c'est des. On voit bien qu'au niveau. On peut rien faire au niveau individuel. Enfin, moi, si je prends pas des douches, enfin, je pense pas que l'écologie, ce sera parce que je fais pipi sous la douche que. Que la planète va aller mieux, quoi. Enfin, voilà, j'ai du mal avec ces gestes de petits colibris, etc., enfin, qui sont très culpabilisants, au final, pour les personnes, en fait, et qui, évidemment, je fais le tri, mais parce que je ne peux pas faire autrement, parce que ça me... Enfin, mais c'est... Voilà, c'est le monde qui est absurde et tant qu'on ne l'aura pas changé, en fait, enfin, je peux toujours pisser et même chier sous la douche. Ça ne changera pas beaucoup, à part boucher mes canalisations. Et donc, faire appel à des plombiers qui mettront un petit moment à venir, à ce que j'ai compris. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'image du petit colibri, est-ce que tu peux nous l'expliquer, cette image qu'on entend régulièrement? En gros, le petit colibri, c'est que, en gros, c'est chaque petit, enfin, chacun à son échelle, si on fait tous des micro-tâches comme ça, c'est
la planète ira mieux, quoi. Enfin, bah, c'est une stratégie qui est, enfin, que je déplore, quoi. Enfin, c'est voilà, le fait très individuel de lutter à sa petite échelle, etc. Alors que moi, je pense que voilà, pour abattre le capitalisme et abattre le validisme et le patriarcat, Oups, bref, c'est un glissement, c'est une fin de voilà, carrière. découverte. Désolée. Et c'est bref, pour abattre toutes les injustices, etc., qui peuvent avoir cours. Enfin, ce sera pas des petits gestes individuels, c'est un soulèvement massif fort et des travailleurs. Oui, le petit colibri aussi, moi je l'ai entendu comme image. Souvent on emploie la métaphore de l'incendie. Quand il y a un incendie et que il y a un petit colibri qui va y aller en aspirant de l'eau et en expirant, et certes, il fera peut-être pas beaucoup, mais si tout le monde le fait, de suite ça deviendra beaucoup plus marquant. Et en effet, ça vient mettre la responsabilité aux personnes, alors que finalement la responsabilité elle est peut-être aussi dans les fonctionnements étatiques notamment. Et c'est une des choses dont on parlait en conférence et qui est peut-être une des solutions. La solution, c'est de taxer les ultra riches. Je me rappelle d'une chose qu'a dit Mathilde Jean à la conférence, c'est si on commence par taxer les ultra riches, il y aura beaucoup moins. Enfin, vous pourrez manger à nouveau de la viande, quoi. Et pour moi, je le retiens un peu comme cette responsabilisation dont on parle, de plus la mettre sur les individus. Et bizarrement, souvent on la met sur les individus pauvres, les individus précaires, mais plutôt de le mettre sur les individus ultra riches. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, ou est-ce que tu aurais un autre scénario à proposer? Moi, je suis pas... non, je pense pas que ce soit une stratégie de taxer les ultra riches. Enfin, évidemment, ça pourrait donner un bénéfice sur le court terme. Mais je pense pas que les gens on est que ce soit quelque chose de faisable. Et puis de toute façon, enfin je suis contre les différences de classe en général. Enfin tu vois, pour moi il y a évidemment les ultra riches, mais il y a à partir de quel chiffre dans ce cas, celui qui est un petit peu moins que ultra riche, mais qui est quand même extrêmement riche, c'est ce que, je ne suis pas sûre de la pertinence d'avoir, de taxer les ultra riches, comme chose qui arrangerait tout. Et puis, je ne suis pas sûre que même, au contraire, pour l'instant, les gens mangent de la viande aussi parce que il y a pas le choix. C'est entre 1 kilo de pommes bio achetées chez l'éleveur, etc. Enfin, chez l'éleveur de pommes. Voilà. Mais je suis pas sûre qu'on puisse de toute façon, dans un monde écologique, vu l'état de l'écologie actuellement, d'un monde, pour avoir un monde viable, je suis pas sûre qu'il sera possible ensuite de manger de la viande. Puis je ne suis pas sûre d'avoir envie non plus si l'oppression, si on parle d'oppression du handicap, oppression des animaux, je m'y connais pas de ouf sur le sujet, donc je vais pas m'étendre, mais je suis pas certaine que ce soit quelque chose de viable.
il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, tu parles de la viande et donc de ce qu'on mange, etc. Et là, durant la conférence, on en parlait aussi, en effet, que des fois, ça peut aller à l'encontre entre ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on mange, le handicap, et ce que disait Mathilde, c'est que ça peut créer aussi des désordres alimentaires, de devoir faire attention à ce qu'on mange et de faire trop attention finalement. Donc c'est là où je vois aussi un lien, on va dire, négatif entre guillemets, entre écologie et handicap. Qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté? Alors, de faire attention à ce qu'on mange, je pense que c'est aussi une question de pouvoir faire attention. Enfin, je suis pas sûre qu'à Gaza, par exemple, ils fassent attention à ce qu'ils mangent actuellement. Ils sont plus, ils sont plus du genre à faire attention aux bombes qu'à faire attention s'ils mangent bien comme il faut, etc. Il y a d'autres priorités en effet. Ouais, voilà, je pense que c'est... Enfin, oui, c'est après voilà, le truc de manger... enfin, de faire attention à ce qu'on va manger. Enfin, oui, il y a quelque chose qui est incroyable. Enfin, c'est d'en être arrivé à ce point-là où, tu vois, à titre individuel, encore une fois. Enfin, mais c'est là où je pense justement que ce n'est pas possible de penser à titre individuel ce genre de choses. C'est que tu vas plus boire de l'eau parce qu'il y a des scandales tout le temps, etc. Enfin, parce que il y a de la merde dans la flotte ou alors il y a du plastique, enfin tout ça. Tu vas boire de l'eau du robinet et puis en fait tu lis une étude qui dit que les canalisations elles sont toutes pourries et que en fait t'es en train de t'empoisonner. Enfin, tu vois, je pense que, enfin, tu peux pas faire grand chose à l'échelle individuelle. Alors, oui, si tu peux, bah, très bien, prends des pommes bio et prends, je sais pas, moi, achète des pâtes complètes beaucoup plus chères que les pâtes normales. Mais que, en fait, c'est la réalité de très peu de personnes, en fait. D'avoir ce luxe, entre guillemets, de pouvoir choisir son alimentation. Pour toi, est-ce que c'est un luxe de pouvoir faire de l'écologie? Non, c'est pas un luxe. C'est perso, moi, j'ai pas envie de crever. Enfin, j'ai pas envie non plus que mon fils il crève. Donc, puis en fait, j'ai envie que personne crève. Enfin, voilà, par quelques. Enfin. En tout cas, là, j'ai pas envie que la majorité crève, on va dire. Et donc, comme j'ai pas envie qu'elle crève, et que ce soit possible et que ça arrête de devenir un luxe, en fait. Et qu'on puisse manger, une banane sans se dire « Oh là là, mais je suis en train de m'empoisonner à petit feu » ou utiliser une poêle sans se dire « Oh là là, mais je me remplis de PFAS », enfin, ou genre prendre une douche sans se dire « Oh là là, mais les perturbateurs endocriniens qui sont genre de mon shampoing sont en train de me ravager ». Enfin, tu vois, c'est... Moi, j'aimerais bien que ça arrête justement, que ce soit un luxe. Et pour arrêter ça, faut arrêter peut-être je pense, de penser que ce sera par des petits gestes ouais. qu'on y arrivera. Ironiquement parlant, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas en quelque part rendre l'écologie accessible? Bah ouais. C'est de ça dont tu parles. Bah que ce soit plus une question en tout cas. Qu'on s'organise. Enfin, évidemment, j'en sais rien, mais s'il y a besoin de centrales nucléaires, il faudra des centrales nucléaires. Mais par contre, qu'elles arrêtent d'être aux mains de patrons voyous qui font des profits, etc. Et qu'elles soient aux mains des travailleurs et qu'elles puissent bénéficier, pareil pour le pétrole, si
ce serait la même chose. Enfin, il faut qu'il y ait une reprise en main de tous ces trucs de production par les travailleurs eux-mêmes qui, eux, sauront et ne feront pas n'importe quoi. Justement, je parlais des bifaces et perturbateurs endocriniens. Pendant la conférence, on a aussi parlé de la question du chlordécone et de ces différents pesticides qui peuvent aussi créer du handicap. Et aussi, on a pu l'entendre tout à l'heure quand tu mentionnais Gaza, que c'est pas du tout la même chose en suivant ta position géographique. Et moi, derrière tout ça, j'ai l'impression que ça amène aussi des questions de santé. Est-ce que tu peux, toi, parler un peu de ça, ce rapport entre écologie, santé et donc forcément handicap? Je pense qu'il y a des liens qui se font aussi entre ces trois pôles. Ben, on voit déjà, enfin, voilà, quand on parle de chlordécone, qui est un truc raciste, en fait, colonial, enfin, hyper, voilà, où le chlordécone, qui est un pesticide qui a été utilisé, interdit en métropole et utilisé en, Outre-mer. je crois, ouais, en outre-mer. Et voilà, et pareil pour les essais de bombes nucléaires qu'on a fait dans le Pacifique ou même dans le Sahara, enfin en Algérie. Voilà, il y a des exemples d'utilisation de produits qui créent du handicap. C'est par l'État colonial français. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et c'est la même chose, enfin, voilà, pour au niveau de la santé, enfin, qui est souvent, tu vois, par exemple, en Kanaki, Nouvelle-Guinée, là, je crois qu'il y avait les Kanaks, enfin, je crois, j'ai lu que les Kanaks les plus indépendantistes, etc., et ceux qui luttaient trop fort, enfin, qui étaient trop dissonants pour l'État colonial français, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, mais dans ce cas-là, n'avaient pas accès aux soins, enfin, à l'hôpital. Donc ça rejoint aussi une hiérarchie du soin. Ceux qui y ont accès, ceux qui n'y ont pas accès. Et je me souviens que on se disait que en préparant ce hors-série, en fait, c'est ceux qui se taisent, qui ont droit à la santé, qui ont accès aux soins. Ouais, ceux qui se taisent ou ceux qui sont... Enfin, ceux qui ont les moyens, etc. Parce qu'on voit aussi... aux États-Unis, si on veut avoir accès à un petit brin de santé, il vaut mieux être millionnaire, quoi. Oui, et ça fait lien totalement avec aussi le traitement validiste qu'il y a eu durant le confinement, durant le Covid, envers les personnes handicapées. Bah oui, avec un trait de corps énorme, enfin, et puis voilà, l'arrêt de soins, enfin, qui est aussi dû à un système de santé, encore une fois, basé sur le profit et qui n'est pas basé sur les besoins réels. Donc, avec voilà, l'arrêt de beaucoup de... Enfin, d'opérations, dont des opérations vitales, un trait de corps où les vieux, ça dégageait, les handicapés, ils avaient moins de chances quand même d'avoir une place sous le masque, sous le respirateur que les autres. C'était un trait de corps très, très violent et qui... Oui, c'est hyper validiste, mais encore une fois, je pense que la société aussi, en plus, ça infuse aussi dans la société que ce rapport hyper validiste
voilà, les médecins sont souvent hyper validistes parce qu'ils reçoivent une formation hyper validiste, etc. Enfin, Oui, et puis parce que c'est aussi une question qui n'est jamais réellement posée. Parce qu'il y a toujours cet amalgame énorme, je pense, entre maladie et handicap. Où on est encore, enfin en tout cas l'imaginaire collectif, croit encore que les médecins sont nos meilleurs alliés contre le handicap, entre guillemets, alors qu'en fait, eux, leur expertise se porte sur des maladies et non sur des handicaps. oui, oui, complètement. Mais après, c'est la même question. Enfin, voilà, il faut que faudrait un contrôle du corps médical par les patients eux-mêmes, enfin ou en tout cas voilà aussi des luttes pour réformer. On en revient toujours à ça. Enfin, je sais pas si on en revient d'ailleurs, mais mais en gros, pour moi, lutter pour les personnes. Enfin, entre handi, on va dire, handi visible ou invisible, hein, enfin, restreindre la lutte au simple handicap, c'est pas possible en fait. C'est possible pour perdre, mais j'ai pas franchement envie de perdre. Oui, enfin, ça on a pu entendre, je pense, depuis le début du hors-série, qu'il y a une question de l'avenir. Prendre soin de l'avenir, du futur, que ça soit pour toi ou pour ton enfant. Et en effet, c'est une des questions à se poser aussi sur du long terme. Et je crois que la société n'est pas trop outillée pour ça. Comme on disait pendant la conférence, on est surtout outillé pour de l'urgence, mais pas trop pour de la prévention. Et pour ça attendre au pire, entre guillemets, on laisse le pire arriver et on voit ce qu'on peut faire. Après, je sais pas si on n'est pas outillé ou quoi. Enfin, je pense que ça vient aussi du fait que si on pense par le profit, enfin, c'est pas très rentable en fait. Ouais, donc, oui. Donc voilà, enfin. C'est aussi une des pistes qui a été dit, c'est de plus penser en termes de résultats et plutôt penser en termes de processus. Oui. Après moi, oui, il y a un processus, évidemment. Enfin, une fois qu'on arrivera au résultat, qui est pour moi la révolution, il y a aussi un processus. C'est pas la révolution et puis terminé. C'est voilà, oui, il y a un processus constant, mais avec un gros stop avec ce truc qui me paraît complètement aberrant. Le capitalisme, enfin, qui ne fait que créer du profit, jusqu'à faire enfin, faire des guerres multiples et souvent mondiales, et puis recommencer. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de la guerre, on se dit que c'était un des traits principaux du capitalisme, c'est que le capitalisme se base sur la guerre, sur la course à l'armement, qui est en fait totalement à l'opposé de l'écologie, et crée aussi des corps handicapés, qui d'ailleurs pour moi était pour moi une des raisons pour lesquelles peut-être il y avait plus d'accessibilité comme des pays comme l'Espagne, où il y a eu la guerre civile, et les États-Unis qui sont souvent en guerre et donc créent plus de corps handicapés. Et je me suis dit que derrière la conséquence, en effet, c'était d'avoir une meilleure accessibilité. Pour toi, tu as un autre son de cloche sur la question. Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, je pense que, enfin, je suis complètement pas d'accord avec ça. Parce que, enfin, pas méchamment, hein, mais en fait, c'est pour moi la première fabrique de corps handicapés, c'est la guerre. Et sur le long terme, où, des fois même la descendance est atteinte, la prédescendante, enfin, des fois c'est. Il y a plein d'exemples, voilà,
qui ont fait des ravages complets. Alors oui, certes, il y a eu dans certains pays, mais encore une fois des pays riches, il y a eu un sursaut d'accessibilité, etc. Mais qui, par exemple, je crois que en France, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une obligation d'emploi de personnes qui avaient fait la guerre et qui étaient handicapées par les sociétés publiques et privées, enfin voilà, un respect d'un certain quota, parce que tout le monde avait une couille en fait. Oui, Et, avec les fameuses gueules cassées. Voilà, sauf que les gens qui n'étaient pas allés à la guerre mais qui avaient un handicap étaient exclus. Donc voilà, par exemple, enfin, je pense que effectivement, enfin, ça marche dans les pays riches où des fois peut-être que je pense les États-Unis ont un peut-être plus fort taux de rampe que le reste du monde, mais je suis pas sûre que tu vois que ce soit valable pour le Vietnam qui sont pris enfin tu vois, je suis pas sûre que ce soit, enfin je suis même sûre du contraire. Oui. Et en même temps, je pense que le Vietnam, la forme d'accessibilité qu'il peut avoir dans ce pays-là, elle n'est pas matérielle, mais au contraire par les gens. On en parlait en début de série où il y a des gens beaucoup plus ouverts, beaucoup plus à même à nous aider et beaucoup plus nombreux aussi. Donc ça peut venir à ça. Un petit point, je voulais revenir sur la question des gueules cassées. C'est très intéressant parce que ça explique aussi cette démarcation qu'on pouvait avoir avec les acronymes comme GIG ou GIC, Grand Valide de guerre, Grand Valide civil, et où en effet il y avait une forme de hiérarchisation entre les corps handicapés, ceux qui étaient handicapés dû à la guerre et ceux qui étaient handicapés pour autre chose, qui avaient une forme de dignité à devenir handicapés à cause de la guerre. Et pour finir sur ce que on parle là, en effet, la conséquence d'avoir des corps handicapés derrière et d'avoir une accessibilité au milieu, il y a un élément dont on n'a pas encore fait mention, mais c'est la question des lois et des droits, notamment par des États-Unis. Il y a eu le fameux décret 504 dont on parle dans le documentaire Crip Camp et qui a été fait durant les années 70, et c'est à partir de là où il a commencé à avoir aussi plus d'accessibilité, et de par la taille du pays et du pouvoir qu'a le pays, que ça soit financier ou autre, il y a un plus fort taux de rampe, comme tu as pu le dire. Oui, il y a un plus fort taux de rampe, mais pas un accès au sein. Oui, non, mais c'est là où on voit que l'accessibilité, elle est multiple et qu'elle n'est pas uniquement de l'accessibilité au bâti, accessibilité physique, comme je trouve, on en parle un peu trop souvent par ce point de vue-là, tout le temps dans les médias. Oui, après voilà, pour sans forcément aller jusqu'à la guerre, avant de faire la guerre, il y a quand même qu'on appelle tout l'effort de guerre, enfin la remilitarisation d'un pays, comme nous l'a expliqué Macron dernièrement, là au début mars. Et ça, il faut de l'argent en fait pour faire des canons. Et donc l'argent, il va être pris où ? C'est déjà le cas, on le sait, on le voit, etc. Enfin, il est pris sur le système de santé, sur l'école, sur
tout ça. Et par exemple, juste, genre en Angleterre, il y a pas longtemps, il y a, je crois, 2 semaines ou un truc comme ça. En gros, le Premier ministre, il a décidé pour justement l'effort de guerre, pour pouvoir faire des économies, d'économiser sur une pension d'invalidité. Ah, Voilà. super. C'est donc, bien. et c'est évident que dans nous, le handicap, comme l'écologie, c'est peut-être un point commun d'ailleurs, mais ne peuvent, enfin, se doivent par intérêt vital d'être anti-guerre, pacifiste, etc., mais pas juste un pacifisme de façade, hein, enfin, un non à la guerre. Ouais, non à leur guerre. Oui, parce que là, en fait, de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'on base notre modèle économique sur la guerre, sur donc la création des corps handicapés, par conséquent, et donc on est sur un modèle économique très délétère. Donc, est-ce que ça voudrait pas dire aussi changer ce prisme-là et de mettre plus de valeur à la vie qu'à la mort, pour le coup? Bah si, complètement. Enfin, ça voilà, il faut changer radicalement de modèle de société. Enfin, c'est ce qu'on appelle une révolution, en fait. Je pense que c'est une très bonne fin pour notre hors-série, Mathilde. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. Et j'espère que vous avez apprécié l'écoute de ce hors-série, chers auditeurs. Au plaisir d'avoir des retours en commentaire. Et on retrouve pour un prochain hors-série le mois prochain. Merci, bonne journée à tous. Valid people.